jeunesse kurde, on se calme! Après la fusillade qui a eu lieu le 23 décembre dans le 10e arrondissement de Paris et qui a endeuillé la communauté kurde, Mandarin TV a rencontré Kendal Nezan, président de l'Institut kurde de Paris. Nous voulions en savoir plus sur cette fusillade qui a tué 3 personnes et en a blessé plusieurs autres. Cette fusillade visait clairement la communauté kurde. Pourquoi ? C'est la question qu'on se pose. Effectivement, il est venu, alors certains disent qu'il a été même déposé par une voiture au coin de cette rue d'Enghien, où il y a le siège de la principale association proche du Parti des travailleurs du Kurdistan et quelques commerces kurdes. Alors dans la même rue, vous avez des commerces pakistanais, juifs, arabes, mais il est allé devant l'association, il a tué les personnes qui étaient devant la porte parce que la porte était bloquée, il n'a pas pu entrer dans l'association. Et ensuite, il est allé dans le restaurant kurde en face, mais comme c'était avant l'heure du déjeuner, il y avait peu de monde, il a tiré sur eux. Et il est allé 150 mètres plus loin, dans un salon de coiffure kurde, alors qu'à côté, il y avait des commerces pakistanais, arabes, etc. Et dans le salon de coiffure, donc, le coiffeur et l'un de ses clients ont été capables de le maîtriser, de l'arrêter. Et ils ont découvert dans son sac une cinquantaine de cartouches, c'est-à-dire qu'il avait... Une cinquantaine de cartouches. Oui. Il avait de quoi... Cela signifie ? Mais il avait de quoi faire un massacre, parce que ce jour-là, dans cette association, il devait y avoir une réunion des femmes kurdes de France. Et la présidente du mouvement, elle était devant la porte parce qu'elle attendait quelqu'un qui devait venir. Et la réunion, à cause des grèves, a été reportée dans l'après-midi. Alors lui, il est arrivé 15-20 minutes après le début supposé de la réunion. Et donc, il avait toutes ses munitions et il voulait effectivement faire un massacre. Alors, il était seul à tirer sur les gens, mais nous pensons qu'il était en mission, c'est-à-dire que derrière lui, il y a des commanditaires. Alors, qui sont-ils? Les Kurdes suspectent le service de renseignement turc, qui ont déjà commis plusieurs attentats comme celui de 2013, toujours à Paris, à quelques centaines de mètres d'ici, où 3 femmes kurdes ont été tuées, 3 militantes kurdes importantes. Donc les Turcs sont capables de faire ce genre de choses, mais c'est à la justice française d'établir les faits. On ne peut pas spéculer, il faut qu'il y ait une enquête et qu'on identifie les commanditaires. Alors, ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a juste 10 ans, donc on pense effectivement, enfin dans la communauté kurde, beaucoup de gens pensent que ce sont toujours les mêmes services de renseignement turcs qui ont manipulé quelqu'un qui est un peu déséquilibré, qui est un loup solitaire, ils l'ont manipulé. Tous les services savent manipuler ce genre de personnage. Regardez l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui voulait faire la paix avec les Palestiniens, a été assassiné par un jeune dérangé qui a été manipulé, on ne sait pas par qui, mais bon, voilà, par certains services. Oui. Alors, son profil, il dit qu'il a été, c'est un ancien cheminot, c'est-à-dire c'est un conducteur de train. Après la retraite, il a été cambriolé en 2016 et il s'est attaqué aux cambrioleurs. Dans la communauté kurde, il n'y a pas de cambrioleurs, hein, donc on ne sait pas de quelle nationalité étaient les cambrioleurs. Et il dit depuis, il est devenu raciste. Alors, il ne l'était pas avant. Il dit qu'il est devenu raciste contre les cambriolage. Voilà. Et pour lequel il avait été condamné à quelques mois de prison, mais avec sursis. Et en décembre 2021, il est allé attaquer, alors vous qui connaissez Paris, dans le parc de Bercy, où il y avait des tentes des immigrants.
Et avec une sabre, il est allé s'attaquer aux tentes. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à lui, un Soudanais. Il l'a blessé à la hanche et à la jambe. Et il y a eu plusieurs blessés dans cette altercation. Il a été arrêté et il a passé 1 an en détention provisoire. Alors il y a 2 erreurs, enfin nous pensons qu'il y a 2 erreurs de la justice parce qu'il a été sous-estimé, sa violence a été sous-estimée. On aurait dû le poursuivre pour homicide et il a été poursuivi pour violence avec arme, ce qui fait qu'au bout de 11 mois, il a été libéré. Au bout d'1 an, il a été libéré, mais sans être jugé. Sans être jugé. Alors ça, c'est quand même un peu bizarre parce que quand vous avez un jeune homme qui commet un vol à l'étalage ou un vol de scooter, il est rapidement jugé, condamné, mis en prison. Lui, il n'a pas été jugé. Alors on dit qu'il a du trouble psychiatrique, il a passé 1 an en prison, mais il n'a pas été traité non plus. Donc relâcher dans la nature un personnage aussi dangereux, parce que lors des perquisitions de 2021, la police a saisi plusieurs armes. Donc, chez lui, parce qu'il fréquentait un club de tir et il avait plusieurs armes dont certaines n'étaient pas déclarées. Donc c'était quelqu'un de dangereux. Et là, donc maintenant, dans la société civile, les ONG, tout le monde critique à la fois la justice et la police française en disant mais comment on peut relâcher dans la nature quelqu'un d'aussi dangereux et à peine libéré 10 jours. Parce que quand on a passé 1 an en prison, on a envie de respirer, de profiter de sa liberté. 10 jours plus tard, il vient commettre cet attentat avec un pistolet qui est semi-automatique et puis avec des munitions suffisantes pour tuer une 50aine de personnes. Donc voilà, s'il n'avait pas été relâché, s'il avait été jugé, le massacre n'aurait pas eu lieu. C'est un véritable tueur. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est un véritable tueur, oui, oui, tout à fait, oui. Et alors, lui-même n'a pas expliqué à la police française pourquoi il s'en est pris aux Kurdes. On dit qu'il aurait dit j'en veux aux Kurdes parce que, au lieu d'exécuter tous les membres de Daesh, ils en ont fait des prisonniers, des milliers de prisonniers, ils auraient dû les exécuter tous. Les Kurdes ont été les seuls à combattre Daesh, à détruire le califat, à s'emparer de toutes les villes contrôlées par Daesh. Ça ne lui suffirait pas. Il faudrait aussi tuer les prisonniers, ce qui est un crime, évidemment. Tuer des prisonniers, c'est un crime de guerre. Mais c'est très mince. En fait, je pense que c'est un écran de fumée pour cacher quelque chose d'autre. Ce genre de déclaration incohérente. Et s'il était véritablement raciste, uniquement pour des motifs racistes, en général, les racistes ici et dans d'autres pays européens s'attaquent à des mosquées, à des résidences où il y a des travailleurs immigrés, à ce genre de choses. Mais on ne va pas devant le siège d'une association politique et laïque. Et les Kurdes sont bien intégrés en France. Il n'y a pas de racisme anti-kurde. Jusqu'à maintenant, l'Institut kurde existe depuis 40 ans. Jusqu'à maintenant, on n'a noté aucun acte raciste envers la communauté kurde commis par des Français. Il y a des mouvements d'extrême droite turcs qui attaquent les Kurdes. Ça arrive assez régulièrement parce qu'il y a un contexte politique et les Turcs s'attaquent aux Arméniens, aux Kurdes et tout ça. Mais jamais un acte de cette nature de la part des Français contre les Kurdes parce qu'il y a de la sympathie pour les Kurdes dans tous les mouvements politiques, dans la population. Alors, je connaissais 2 des victimes. L'une d'elles, donc, c'est une femme qui avait quitté le Kurdistan de Turquie parce que son village avait été détruit et brûlé par l'armée turque. Elle s'est réfugiée au Kurdistan irakien. Elle vivait dans un camp. Et puis, elle a plus tard rejoint le rang de la résistance kurde armée. Et elle s'est battue contre Daesh jusqu'à il y a 2 ans. Et elle était blessée et elle était malade. Donc elle est venue en Europe pour se faire soigner.
et elle a fait une demande d'asile politique en France. L'autre, c'était un musicien de 29 ans qui avait été condamné en raison de ses chansons, de sa musique, à plusieurs années de prison en Turquie. Et donc, il est venu se réfugier en France et il a obtenu le statut de réfugié politique. Donc, en fin de semaine, il participait à des fêtes de mariage, à des manifestations culturelles kurdes en tant que musicien. Et en semaine, il travaillait comme ouvrier de bâtiment. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était aimé, qui était respecté. Puis il y avait un retraité kurde qui était là par hasard, donc voilà, qui était là dans cette association où il allait de temps en temps à la cafétéria, rencontrer d'autres compatriotes. Voilà. Et il y a quelques blessés, dont un était grave, mais c'était des clients d'un restaurant. Et, voilà. Et puis il y a 2 autres blessés également. Mais s'il n'avait pas été maîtrisé dans le salon de coiffure, il aurait pu faire beaucoup de morts et de blessés. En fait, ce sont les Kurdes qui l'ont arrêté. Ils ont alerté la police. Ils l'ont maîtrisé et ils l'ont neutralisé. Ils ont appelé la police qui est arrivée un quart d'heure plus tard. Donc, et les Kurdes ont dit, donc voilà, les Kurdes avaient filmé aussi son entrée dans le salon de coiffure avec un fusil en train de... Parce qu'ils étaient, ceux qui étaient dans le salon de coiffure s'étaient cachés dans les toilettes ou dans l'arrière-boutique. Et quelqu'un l'a filmé en arrivant. Et puis à un moment donné, donc voilà, au lieu d'être tué, donc ils disent on va le maîtriser. Ils l'ont maîtrisé et ils ont donné aussi le film à la police, mais ils l'ont diffusé sur les réseaux sociaux aussi. C'est là qu'on voit qu'il a une mallette pleine de munitions avec 3 autres chargeurs approvisionnés et tout ça. Alors on pense que pendant son séjour en prison, il a dû entrer en contact, on ne sait pas avec qui, peut-être avec des militants turcs d'extrême droite, il y en a beaucoup dans les prisons. Et donc, sa haine des étrangers a été canalisée vers les Kurdes. Vous savez, même beaucoup de journalistes ne savent pas où se trouve cette association, où il s'est rendu 10 jours après la prison. Donc, il a été orienté. Donc, qu'il soit déséquilibré, c'est très probable, parce que pour commettre ce genre d'action, pour un retraité, il faut vraiment être déséquilibré, il faut être psychopathe. Mais on le savait déjà en prison. Mais donc, il a été orienté. Et on pense qu'effectivement, il y a des commanditaires derrière. Il est raciste, c'est certain, il le dit. Il est déséquilibré, mais il a été canalisé, orienté vers des objectifs kurdes. À l'état actuel des choses, on ne peut pas spéculer. Il faut que la justice mène l'enquête et clarifie. Mais dans la communauté kurde, les gens sont convaincus que ce sont des services de renseignement turcs qui sont derrière ce triple assassinat qui intervient 10 ans après celui de 2013. Et parce que le régime turc mène une guerre contre les Kurdes de Syrie, contre les camps du Parti des travailleurs du Kurdistan au Kurdistan irakien. Les députés et les maires kurdes élus légalement en Turquie sont en prison. On a 42 maires qui ont été parfois élus avec 72-75% du suffrage, qui ont été destitués et jetés en prison. Donc en Turquie, même le combat légal des Kurdes rencontre beaucoup de répression, de violence de la part de l'État turc. C'est la raison pour laquelle aussi les Kurdes sont en colère contre l'État, contre ses objectifs, et tout le monde suspecte l'État de commettre ce genre de choses, y compris dans des capitales européennes, et de demander l'extradition de militants kurdes à des pays comme la Suède ou la Finlande et à d'autres pays. Et donc ça, c'est un sentiment, c'est une conviction. Maintenant, il appartiendra à la justice, si elle y arrive, mais on verra si elle y arrive à établir des liens. Et de voir en prison qui il a fréquenté, qu'est-ce qu'on peut trouver sur son numéro de téléphone, de contact, les échanges, sur son ordinateur, il doit y en avoir un. Examiner les caméras qui sont dans cette rue, et il y en a des caméras. Donc voir si effectivement quelqu'un l'a déposé en voiture, il dit qu'il est venu à pied, mais on voit qu'il c'est pas un grand marcheur non plus, donc
tout ça, ça doit être éclairci. On espère que la justice va faire l'enquête nécessaire. C'est une grave question, effectivement. Alors, bon, les Kurdes ne peuvent pas s'armer ou organiser des milices. On est dans un État démocratique. Nous-mêmes, comme vous avez pu constater, on a des caméras de surveillance à l'entrée, on est dans la cour, on prend des mesures jusqu'à maintenant. Donc, ça s'est passé sans incident majeur. Donc, les autres associations kurdes vont faire évidemment plus attention, mais nul n'est à l'abri de ce genre d'attaque. Vous savez, moi je me souviens de l'ancien premier ministre de l'Iran, qui s'appelait Shapur Bakhtiar, le dernier premier ministre du Shah d'Iran, exilé en France. Alors, un commando, il habitait Neuilly, un commando s'en est pris à son appartement, sa porte blindée lui a permis d'être juste blessé. Après, on l'a amené dans une banlieue où la résidence était surveillée jour et nuit. Et malgré ça, des agents iraniens sont venus, soi-disant pour le rencontrer pacifiquement, etc. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de surveillance à la sortie, où le dispositif était allégé, avec le couteau de cuisine, ils l'ont assassiné. Et ils se sont lavé les mains, et ils sont partis, ils ont récupéré leur passeport, partis. On a pu en arrêter un à la frontière suisse, deux autres étaient partis. Donc quand un État veut commettre un assassinat, il peut y arriver, quelles que soient les mesures qu'on prend, mais on fait très attention. On sait qu'être kurde, c'est un métier dangereux, parce qu'on a des États qui ont des méthodes très agressives, très barbares, comme l'Iran, comme la Turquie. Mais bon, les Kurdes sont des résistants, donc voilà, ils savent que certains d'entre eux, dans cette résistance, peuvent tomber. D'ailleurs, dans les slogans, dans les manifestations, ce qu'ils disaient, donc les martyrs ne meurent jamais, et puis un martyr tué, il y aura d'autres gens qui vont rejoindre les rangs, jusqu'à ce qu'on obtienne la liberté. Et puis le rôle des femmes kurdes, qui est très très important dans les mouvements de résistance kurdes, mais aussi dans le combat politique. En Turquie, dans chaque mairie détenue par les Kurdes, il y a un homme et une femme. Donc le combat féminin est mis en avant. Je pense qu'il y a plus de 40 millions de Kurdes dans les pays, au Kurdistan, dans les pays du Proche-Orient. Même s'il y a des milliers de gens qui sont tués, la population est très motivée, elle obtiendra sa liberté à l'avenir. Mais bon, à l'avenir, à l'échelle de l'histoire, ça peut être quelques dizaines d'années. À l'échelle d'une vie humaine, c'est long. À l'échelle de l'histoire, dans quelques dizaines d'années, les Kurdes, comme les Kurdes d'Irak, ont déjà obtenu une assez large autonomie régionale. Il y a même un consulat de la République populaire de Chine au Kurdistan. Voilà, les autres Kurdes vont aussi finir par obtenir leur liberté, mais on paye un prix très élevé parce que la Turquie est un pays membre de l'OTAN et que les pays occidentaux protègent la Turquie. C'est ça la difficulté, parce que c'est un pays membre de l'OTAN. Si c'était 3 dissidents russes tués à Paris, tout le monde aurait tout de suite parlé de sanctions, des réactions très très importantes et tout. C'est un pays membre de l'OTAN, donc voilà, les réactions sont modérées, voilà, on peut dire ça, les réactions sont minimalistes. Alors, je vous ai dit qu'il y a près de 400 000 Kurdes en France. La plupart d'entre eux sont venus ici pour des raisons politiques. C'est une population laïque. Les enfants font des études, donc on a de nombreux universitaires, des avocats, des médecins, des ingénieurs, des écrivains, des journalistes. Et puis, les gens de la première génération, voilà, beaucoup de petits restaurants, des sandwicheries qui font la concurrence aux restaurants chinois. Donc, ils sont nombreux dans la région parisienne et dans le bâtiment également. Donc, être kurde en France, c'est déjà être des bons citoyens français. La plupart d'entre eux sont des citoyens.
mais en même temps, ne pas oublier sa patrie d'origine et les gens qui luttent là-bas pour leur liberté, et donc rester solidaire de ceux qui luttent sur place pour que ce combat aboutisse, voilà, que les Kurdes puissent vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres, parce qu'on est une population autochtone. On est là depuis des milliers d'années. Donc les Turcs sont arrivés d'Asie centrale, les Arabes sont venus avec l'islam, mais les Kurdes sont là depuis toujours. Voilà, c'est des populations autochtones. Et donc les gens ont envie, voilà, de vivre en paix et dans la liberté sur la terre de leurs ancêtres. Alors, l'Institut kurde de Paris a été créé en février 1983 pour réunir dans une capitale européenne démocratique la mémoire collective du peuple kurde, les livres, la documentation sur le kurde pour informer l'opinion publique française, européenne et occidentale et internationale. Et donc, on a la principale bibliothèque kurde du monde occidental ici à Paris. C'est celle-là, mais on a, oui. Vous avez d'autres fonds aussi? On a beaucoup d'autres fonds qui sont parce qu'on n'a pas assez de place. On n'a pas d'État derrière nous, on n'a pas assez de place. On a les 2/3 de nos fonds sont à l'extérieur de ces murs. Et on défend aussi les droits de l'homme dans toutes les parties du Kurdistan. Donc, on organise des conférences, des colloques. On a des publications, donc des bulletins, des revues, et puis on recrute les Kurdes les plus talentueux à qui on donne des bourses pour faire des études en France. Donc voilà, c'est une institution culturelle reconnue d'utilité publique par le gouvernement français depuis 1993, qui est un peu la voix d'un peuple qui est privé de voix, un peuple sans État qui n'a pas de voix officielle dans le concert des nations. Et donc, voilà, avant de vous recevoir, j'étais en communication Zoom avec une chaîne de télévision américaine. Voilà. Donc, il y a des gens du monde entier donc, qui communiquent avec nous. Et on essaye de faire connaître donc, le sort de cette population. Parce que les États qui répriment, qui oppriment les Kurdes, à l'étranger mènent une propagande très négative, très anti-kurde. Je me souviens d'une époque où les autorités turques allaient à Moscou pour dire que les Kurdes sont des féodaux manipulés par l'impérialisme, et ils venaient en Europe en disant que les Kurdes sont des communistes au service de l'Union soviétique et de la Chine. C'était simplement pour dire qu'il n'y a pas de revendications kurdes, ce sont des agents. Et nous, on combat voilà, ces propagandes-là pour dire que les Kurdes sont un peuple ancien avec leur histoire, leur culture, leur langue, et qui veulent vivre sur leur territoire avec leur identité nationale, avec leur culture. Donc voilà. En Chine, l'un des leaders kurdes, Jalal Talabani, dans sa jeunesse, il avait été maoïste, et quand il est allé en tant que président de l'Irak en Chine, il avait encore en mémoire quelques slogans de sa jeunesse, quelques phrases, et quand il a dit ça en Chine, tout le monde était content. Donc vous voyez, ça peut paraître très éloigné, mais il y a eu quand même beaucoup d'échanges, d'interactions, et donc voilà, la Chine est connue par les Kurdes depuis la route de la soie qui traversait, dont la dernière section traversait le Kurdistan, avant d'aller sur le port de la Méditerranée, et puis voilà. Donc il y a une longue histoire. Oui. Voilà. Nous, on était sur la dernière section,
à l'arrivée de la route de la soie. Et les gens ont une mémoire, une connaissance donc, de ces échanges.